Bonjour à tout le monde. En fait, essentiellement des étudiants de la TÉLUQ. Je suis très, très heureuse de vous accueillir pour notre rentrée universitaire qui se déroule dans un contexte un petit peu particulier cette année. Mais je pense que, nous, à la TÉLUQ, on a évidemment quand même l'habitude de fonctionner à distance. Donc, les choses devraient bien se passer pour la plupart d'entre vous. En tout cas, je suis très, très heureuse de m'adresser à vous et je veux quand même en profiter aussi pour remercier le service des communications de la TÉLUQ qui nous aide, en tout cas, qui m'aide en tout cas beaucoup à monter ce webinaire, cette présentation. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas recevoir vos questions en direct, mais vous pouvez quand même préparer des questions pour la fin, les envoyer par écrit et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Alors, ce que je souhaitais présenter, d'abord, je vais voir si le partage d'écran fonctionne. Normalement, ça devrait… Ah oui, je vais quand même… Oui, ça devrait aller. Voilà. Alors, en espérant que le partage d'écran fonctionne, parce qu'on a eu j'ai eu en tout cas un autre petit souci technique tout à l'heure. Mais voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez m'indiquer, là je ne vois plus les messages, mais si vous pouvez m'indiquer effectivement, oui, bon, a priori, je considère que je partage l'écran et que ça a fonctionné. Donc, je vais aborder la thématique du télétravail, comment en assurer le succès. C'est un défi, évidemment, qu'on connaît dans toutes les organisations, que connaissent aussi tous nos étudiants. Pour plusieurs d'entre eux, ils sont aussi au travail, donc ils le connaissent à la fois dans leur vie, dans leur organisation avec leurs études, mais aussi dans leur milieu de travail pour plusieurs d'entre eux. Il y a trois thèmes que je voulais aborder. Le premier thème, c'est pourquoi le télétravail? Bon, évidemment, il y a la pandémie, mais il y a quand même d'autres motifs. Le télétravail existait, bien que moins développé avant la pandémie. Donc, je voudrais un petit peu aborder cette question-là. Ensuite, qui en fait? Qui retrouve-t-on parmi les principales personnes qui font du télétravail, les catégories professionnelles, tout ça? Je voudrais aborder aussi les enjeux, les avantages, les inconvénients. Et finalement, troisième partie, je vais conclure au fond sur les bonnes pratiques et les conditions gagnantes et peut-être aborder aussi la thématique de la conciliation travail-études. En tout cas, vous donner des conseils qui, dans un contexte actuel de conciliation travail, famille pour beaucoup et études pour nos étudiants à la TÉLUQ, évidemment, beaucoup de questions se posent dans ce contexte-là. Donc, d'abord, premier élément, pourquoi le télétravail? Alors, ça existe quand même depuis une vingtaine d'années. Moi, les premières recherches que j'ai faites, c'était en 2001 avec le CIFRIO, qui, à l'époque, avait fait une grande enquête au Québec. Probablement, de toute façon, ça n'a pas été répété depuis. C'est vraiment la plus grande enquête qui a été menée au Québec en temps, disons, normal, entre guillemets. Mais on retrouve beaucoup d'éléments quand même semblables. Ce qu'on avait observé, et ce que j'ai observé par la suite aussi dans d'autres recherches, parce que j'ai continué à faire des études de cas et quelques enquêtes, en gros, aux 3, 4, 5 ans, sur cette thématique-là du télétravail, on observe finalement un peu les mêmes objectifs, notamment les attentes ou les motifs du télétravail pour les entreprises. Alors ici, j'évoquais surtout les données avant la COVID, mais je pense qu'on peut dire, en tout cas d'après les éléments de recherche d'enquête que j'ai pu faire cet été, on retrouve à peu près les mêmes choses. Qu'est-ce que recherchent donc les entreprises? Elles recherchent une flexibilité organisationnelle. À peu près 60% des entreprises disaient que c'était ce qu'elles recherchaient d'abord et avant tout. Recherche d'une plus grande productivité, près de 60% nous disaient aussi la même chose. Qualité de travail, une amélioration du travail, de sa qualité, parce qu'on est à la maison, on est plus tranquille, on est plus concentré, donc on peut avoir une meilleure qualité de travail. Certaines entreprises, mais beaucoup moins importantes, 35% cherchaient une réduction des coûts. Alors, dans ce contexte-là, c'est des entreprises qui envisagent de réduire leur espace de travail et d'avoir des personnes à plein temps en télétravail. Alors, on va voir tout à l'heure que ça n'est pas toujours ce qui est recommandé. Donc, on voit aussi que pour les entreprises, ce n'est pas nécessairement l'objectif premier. Le recrutement, alors ça, le pourcentage n'était pas très, très élevé. Personnellement, dans les dernières années, j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus important. Et en contexte de pandémie, évidemment, le fait de pouvoir faire du télétravail, c'est un avantage et un facteur de recrutement et de rétention de salariés. On sait que la Commission de la santé et sécurité au travail nous dit que le télétravail, c'est la meilleure façon de se protéger contre la COVID. Donc, c'est un facteur d'attraction pour beaucoup de personnes. Facteur d'attraction, donc de recrutement et aussi de rétention, c'est-à-dire conserver les personnes en emploi. Et dans les recherches passées que j'ai faites, j'ai constaté que c'était aussi souvent un facteur de rétention pour les travailleurs vieillissants.
Alors, il n'y a pas si longtemps, là, on parlait de pénurie de main-d'œuvre et effectivement, moi, je disais aux entreprises, aux organisations en général, une des bonnes façons de retenir des travailleurs vieillissants que vous souhaitez conserver en raison de leurs compétences et tout, ben, c'est le télétravail. Finalement, il y a un autre objectif parfois. C'était très présent en France, un peu moins ici, mais l'idée d'intégrer les personnes à mobilité réduite. En France, ils avaient voulu développer le télétravail pour cette raison-là. Par contre, moi, j'avais été consultée et je leur avais dit que ce n'était pas nécessairement à mettre de l'avant obligatoirement. Entre autres, j'avais consulté l'Office des personnes handicapées au Québec, qui au contraire me disait, ben, nous, on vient d'arriver dans les milieux de travail, donc on ne veut pas nécessairement retourner entièrement à domicile. Par contre, pour des personnes qui ont un handicap important, ça peut être quand même une bonne solution. Et c'est aussi une bonne solution avant, après des opérations, retour progressif aussi après des congés de maladie. Alors, il y a quelques débats, surtout sur la thématique des personnes à mobilité réduite, dont certaines disent oui, ça nous permet peut-être de nous intégrer, mais d'autres disent on veut s'intégrer dans un milieu de travail avec les autres personnes. Qu'est-ce qu'on a observé? Donc, j'ai évoqué les objectifs des entreprises. Qu'est-ce qu'on a observé finalement dans les recherches qu'on a menées dans les dernières décennies et notamment les toutes dernières années, et même y compris cet été? On observe effectivement une augmentation de la productivité presque partout. En tout cas, ce qui est très clair, contrairement aux craintes de certains gestionnaires, il n'y a clairement pas de baisse de la productivité. Il y a des craintes parfois dans les organisations, on évoquait ça quand certaines personnes, entre autres conseillères en ressources humaines, m'appelaient à ce sujet-là. Elles évoquaient ces craintes et je leur disais, il n'y a pas de raison parce qu'en fait, les recherches montrent une augmentation et en tout cas pas de baisse. Plus de satisfaction, plus de flexibilité, effectivement, les entreprises et les individus réussissent à atteindre ces objectifs. Autre élément très important, une gestion plus facile des absences et des retards dans l'entreprise parce que, disons qu'un matin, on ne se sent pas bien, on se dirait, ben, je ne vais pas rentrer ce matin pour la journée. Étant en télétravail, on peut se dire, ben, tout à l'heure, vers 10 heures, ça ira peut-être mieux et donc, je me mets au travail. Qualité du travail, on observe également cet effet-là. Et par contre, il faut évidemment le souligner, là, dans le contexte de la COVID-19, ça a été clairement plus difficile ce printemps et cet été pour les parents étudiants qui ont des emplois par ailleurs. Et bon, plusieurs d'entre eux ont trouvé que la situation était complexe. Bon, on espérait que ce soit mieux avec le retour des enfants à l'école et en service de garde, mais on voit qu'il y a parfois des symptômes et donc les parents doivent garder les enfants. Donc, bref, cet aspect-là est un peu particulier, c'est le contexte de pandémie. Des attentes et motifs aussi du télétravail pour les entreprises, peut-être de manière plus générale. Première chose qu'il faudrait que je dise d'abord, c'est aussi les définitions du télétravail ou du travail à domicile vont varier. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que finalement, dans certaines enquêtes, la définition est très stricte, très étroite. C'est-à-dire vous êtes salarié, vous travaillez à domicile pour votre employeur. Parfois, on va demander, et on l'avait fait nous avec le CFRIO, est-ce que vous travaillez pour votre employeur avec l'usage d'un ordinateur ou d'Internet? Pourquoi on posait cette question-là? Pour éliminer, en fait, des personnes qui pourraient faire du travail à la pièce, à domicile. On pense au secteur du vêtement et tout ça. C'est quand même une réalité encore aujourd'hui, pas très importante au Québec et au Canada, mais tout de même, ça existe. Donc, pour définir le télétravail, d'abord, il faut être salarié. Beaucoup d'enquêtes posent la question en termes de travail à domicile et à ce moment-là, bien, on inclut éventuellement des travailleurs autonomes. Donc, même dans les données de Statistique Canada, il y a quelques années, c'était parfois un peu confus, là, les frontières étaient floues. Maintenant, les questions sont beaucoup plus claires. Et une dernière enquête qui a été menée au Québec en 2017 par le ministère du Travail nous donnait un taux de télétravail au Québec de 15 %. Personnellement, je pense que c'est un petit peu élevé. Je pense qu'on était peut-être plutôt autour de 10-12 % et que l'échantillon qui avait été utilisé peut-être, en tout cas, surévaluait peut-être quelque peu. En tout cas, c'était le pourcentage d'entreprises qui permettait ou qui offrait le télétravail. Donc, pas nécessairement 15 % de salariés qui pouvaient en bénéficier. Là, on serait peut-être plus dans les 8, 10, 12 %. Alors, avec la pandémie, évidemment, les choses se sont beaucoup transformées. On est passé à peu près à 40 % de personnes en télétravail. Parfois, on peut s'imaginer que tout le monde était en télétravail, à part les infirmières, mais en fait, il y a quand même 60 % de personnes, selon Statistique Canada, qui ne peuvent pas faire du télétravail. C'est-à-dire que leur profession, leurs tâches ne le permettent pas. Donc, on a un potentiel de 40 % et de fait, disons, au cours des mois d'avril, mai,
et peut-être même au début juin, on était à peu près à ce potentiel de 40 au Québec comme au Canada. Ce que Statistique Canada a observé, donc ils nous ont dit 40 de personnes peuvent faire du télétravail, elles l'ont fait à cette période-là, et Statistique Canada nous dit aussi qui sont ces gens-là? Eh bien, ce sont plutôt des personnes qui ont un baccalauréat ou plus de 60 Donc, ce qu'on constate, plutôt des professionnels, plutôt des cadres, et c'est ce que j'avais aussi observé dans mes recherches. Il y a aussi du personnel administratif, des techniciens, mais là, les pourcentages sont un petit peu plus faibles. Donc, je disais, on était à 40 de personnes faisant du télétravail. Statistique Canada encore nous indique qu'il y a eu un petit recul et on est descendu vers 30 27 On peut penser que dans les prochains mois ou dans la prochaine année, tout dépendant de l'évolution de la situation sanitaire, on pourrait descendre à 20 ou 25 peut-être, mais on voit bien que ça commence à bien entrer dans les mœurs. Donc, vraisemblablement, c'est une situation qui va se continuer. Elle est, selon toutes les enquêtes, assez avantageuse, en tout cas perçue comme avantageuse par la plupart des salariés, même si dans certains cas, lorsque les enfants sont présents, bien, la conciliation travail, famille, études reste toujours un petit peu difficile. Donc, je continue sur qui en fait, pourquoi. Les avantages et la satisfaction. Alors, avant la COVID, nous, la recherche qu'on avait menée avec le CIFRIO, 95 de taux de satisfaction. Alors, évidemment, c'est un taux très élevé. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, tout le monde était volontaire pour faire du télétravail. Il n'y avait personne qui était forcé d'en faire. Par contre, on voit que les taux de cet été sont encore assez élevés. Moi, j'ai mené une recherche qui se termine là, à peine ces jours-ci et on observe des taux très élevés, à peu près du même ordre. Le sondage léger avait donné un taux de 79 pendant cet été, malgré les difficultés avec la famille, malgré pour certains les problèmes de bande passante, quand même 79 des personnes étaient satisfaites de leur expérience de télétravail. Alors, autant léger que d'autres, mais surtout, nous, les recherches qu'on a faites, on a interrogé les gens sur quelles étaient les raisons pour lesquelles ces personnes en particulier appréciaient ou aimaient le télétravail. Alors, les principaux avantages, probablement que beaucoup d'entre vous l'avez vécu et donc c'est quelque chose qui va résonner chez vous, c'est d'abord la réduction du temps de déplacement. Que l'on habite loin du bureau ou qu'on soit confronté à des travaux de construction, la réduction du temps de déplacement est vraiment majeure. Et ça, au fond, c'était la raison numéro 1 avant la COVID. L'autre élément, c'est un peu lié au premier, c'est l'économie de temps. Évidemment, si je ne me déplace pas au bureau, bien, je peux économiser peut-être 10. Dans certains cas, lorsque les gens habitent un peu loin, ça peut être une quinzaine d'heures par semaine. Donc, c'est majeur. Autre élément, plus de tranquillité et plus de concentration. Alors là, ça explique aussi la meilleure qualité du travail. Et on avait cette question, nous, dans nos recherches et dans quelques autres aussi, sur la conciliation emploi-famille. Alors, beaucoup de personnes, et notamment cet été, dans la recherche que je viens de terminer, là, ce n'est pas encore publié, mais clairement, on peut penser que c'est étonnant. Les enfants sont peut-être présents à la maison, les personnes sont peut-être proches aidantes, mais malgré tout, la plupart des personnes nous disent la conciliation emploi-famille, malgré tout, a été plus facile. Et je pense que c'est essentiellement en raison de cette réduction du temps de déplacement. Dans nos recherches antérieures, moins de 5 des personnes disaient que la conciliation emploi-famille était problématique lorsqu'on faisait du télétravail. On avait quand même posé la question parce qu'il y avait des collègues britanniques qui, eux, semblaient considérer que c'était difficile de concilier emploi-famille en contexte de télétravail. Ce que nous, on a observé, moi, en tout cas, dans toutes mes recherches dans les dernières décennies, c'est que si peut-être au début, parfois, il y a des ajustements lorsqu'il y a la famille à la maison, très rapidement, dans 1 mois, les choses s'organisent et les choses sont mises au clair. Quelques inconvénients quand même pour les individus. Dans les recherches passées, on a pu observer, et on le voit encore cet été, l'absence de collègues. On avait un taux, nous, de 15 de personnes qui disaient que les collègues leur manquaient, 14 chez les hommes, 17 chez les femmes. Et cet été, dans ma recherche, ça ressort encore un peu. Je dirais aussi que des personnes avec qui j'ai été en contact, par exemple, les gens des médias disent, ben nous, on est habitués, le travail en équipe, pour développer de nouvelles idées, c'est important. Des gens en relations publiques, en publicité, je pense que même chez nous, dans nos équipes de production, c'est certain qu'une réunion en équipe en face à face, ça n'a pas le même dynamisme. Donc, il y a quand même un petit pourcentage, mais on voit que ce n'est pas majeur. L'isolement, 10 d'hommes, 10 de femmes qui disaient souffrir un peu d'isolement lorsqu'ils étaient en télétravail. Autre élément, là aussi, 10 ce n'est pas des pourcentages majeurs, mais quand même importants, d'être porté à trop travailler. Il n'y a plus de frontières. On est à la maison, l'ordinateur est là. Il n'y a plus de frontières, finalement, entre notre travail et notre vie privée, notre vie personnelle. On peut être tenté d'aller terminer quelque chose rapidement sur un projet.
Donc, il y a quand même 10 de gens qui nous disent ça. Difficulté à se motiver ou à se discipliner, ça, on l'entend aussi, surtout peut-être cet été parce que beaucoup de gens n'ont pas été, disons, entièrement volontaires, ont été un peu propulsés en télétravail. Certaines personnes disaient avoir de la difficulté, disaient que le fait d'avoir un environnement avec d'autres personnes qui travaillent autour d'elles, ça les motivait et que ça leur manquait. On verra tout à l'heure des solutions. Il y a des solutions, ce n'est pas un problème majeur. Conflit emploi-famille, là aussi, les individus le disaient. Et parfois, on disait aussi les difficultés avec les technologies. Davantage, évidemment, vous l'avez tous vu, en contexte de COVID, les visio-Zoom, la bande passante, parfois on a un message comme quoi c'est instable. Bref, quelques petits inconvénients, mais pas majeurs. Passons maintenant à la vision des employeurs. Quels sont les avantages pour les employeurs d'abord? Alors, clairement, premier avantage très important, surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre, malgré le taux de chômage qui est plus élevé maintenant, il y a quand même des secteurs d'activité où on vit des pénuries de main-d'œuvre et le télétravail peut parfois permettre d'attirer les personnes, de fidéliser aussi les personnes, de les inciter à rester dans cette entreprise parce qu'on considère que c'est vraiment un avantage important. Les employeurs nous disent aussi que ça leur donne une image d'entreprise moderne. Donc, comme on met beaucoup l'accent lorsqu'on cherche à recruter des gens sur l'image de marque, la marque employeur, c'est un aspect qui peut être important. Les employeurs disent aussi, et d'ailleurs cet été c'était très important, plusieurs ont clairement indiqué qu'il y avait eu une amélioration de la productivité, une amélioration de la qualité et de la performance au travail, et ça même en contexte de pandémie. Donc, ça se confirme. Moins de retard, moins d'absence, je l'évoquais tout à l'heure. Certains indiquent qu'ils utilisent en fait le télétravail pour mettre de l'avant dans leur politique d'égalité des chances. J'évoquais les personnes à mobilité réduite. Ça peut aussi être des personnes qui habitent à l'extérieur, qui habitent plus loin, à la campagne ou autre. Donc, ça améliore les possibilités d'embauche pour l'entreprise. Et finalement, ce qu'on va nous dire, les entreprises vont nous dire que ça accroît la flexibilité de l'entreprise. Donc, du côté des employeurs, il y a quand même aussi quelques inconvénients ou quelques difficultés qui ont été vécues, je retrouve ici des éléments qu'on voyait dans les recherches passées et qu'on vous a un peu vu encore cet été et qu'on verra sans doute un peu aussi au cours de l'automne. Alors, le premier qui est très important, c'est certains gestionnaires vont dire que le contrôle, et j'emploie à dessein cette expression, que le contrôle est parfois difficile. C'est l'expression de certains gestionnaires. Et là-dessus, je pense que pour des personnes en gestion de ressources humaines ou en gestion en général, le message, c'est que les gestionnaires doivent passer à l'encadrement, à la mobilisation à distance et non pas au contrôle tatillon. J'ai eu des échos, effectivement, de milieux de travail où on contrôlait les gens encore plus qu'avant parce qu'ils étaient à distance et qu'on ne pouvait pas passer dans leur bureau pour les voir. Depuis je dirais depuis peut-être, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années au moins, on recommande de faire plutôt de la gestion par objectif et par résultat. Alors, plutôt d'encadrer les salariés. Alors, certaines personnes qui ne sont pas passées à ce mode de gestion-là peuvent trouver que c'est un peu insécurisant le contexte du télétravail. Donc, c'est un aspect important. La diminution possible de l'engagement envers l'équipe de travail et la loyauté envers l'entreprise. C'est un aspect qui ressort. Alors là aussi, on verra des solutions tout à l'heure. Ce n'est pas un problème majeur, mais c'est quelque chose qui ressort dans les recherches. L'autre élément, la communication, parfois un petit peu plus difficile à distance, même si on sait qu'il existe quand même de nombreux outils, on les a tous utilisés récemment, mais parfois, à l'imprévu, comme ça, tout d'un coup, il y a un petit problème avec un outil et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, des petits problèmes de ce côté-là. Et l'autre élément qu'on évoque beaucoup dans les entreprises qui embauchent en ce moment, c'est la socialisation et l'intégration, peut-être un petit peu plus difficile, des nouveaux entrants. Moi, je connais effectivement des gens qui ont été embauchés cet été et qui ont été intégrés simplement par des réunions en visioconférence et tout. Donc, c'est parfois un petit peu plus difficile. Mais malgré ces petits inconvénients, on voit qu'il y a beaucoup d'avantages et qu'il y a un très grand intérêt pour le télétravail. Alors, selon les études récentes qui ont été menées cet été, non seulement les miennes, mais il y a aussi, vous avez sans doute vu dans les médias, beaucoup d'entreprises de sondage, Léger, ADT Canada, ont toutes mené des sondages. Donc, on a des taux qui varient un peu, mais donc entre 50 et 80% des personnes qui disent souhaiter continuer à faire du télétravail. Alors, la plupart indiquent qu'elles préféreraient le faire 2 ou 3 jours par semaine ou alors 2 semaines par mois. Enfin, il pourrait y avoir des arrangements variables, mais la plupart des personnes indiquent qu'elles aimeraient bien maintenir un lien avec le bureau. Par contre, en contexte de pandémie, elles apprécient d'autant plus le télétravail et dans ce contexte-là, beaucoup de personnes sont plutôt intéressées, comme d'ailleurs le recommande la Commission de la santé et sécurité au travail,
sont plutôt intéressés donc à rester 4-5 jours par semaine à la maison. Alors, les entreprises, bien sûr, ont dû développer des systèmes pour s'adapter et on voit qu'au fil des mois, les choses quand même, dans beaucoup d'organisations, se sont améliorées. Idéalement, les entreprises développent des petites informations, des petites formations sur le télétravail ou surtout sur les outils et comment les utiliser. Alors, ce qu'on observe, compte tenu de ces avantages et de ces inconvénients que j'ai évoqués, c'est que les individus vont faire un arbitrage. Il y a des avantages en termes d'horaires flexibles, en termes de réduction de la perte de temps dans les transports, bien sûr. Par contre, certains inconvénients vécus par certaines personnes, pas toutes, mais vécus par quand même un petit pourcentage de 10 l'isolement, l'absence de collègues et aussi la combinaison avec les responsabilités familiales qui, en ce moment, n'est pas toujours facile. Je vais faire une petite parenthèse sur la situation particulière des femmes parce qu'on voit des choses un petit peu inquiétantes peut-être. Bon, compte tenu de mes recherches sur la conciliation pro-famille, les congés parentaux, la participation des pères à la vie familiale, moi, je considère quand même que le Québec est plutôt dans les sociétés relativement avancées en termes de participation des pères à la vie familiale et aux responsabilités familiales. Or, il y a des indications qu'en contexte de pandémie, les hommes ont peut-être été un petit peu moins présents et il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans une situation, soit parce qu'elles étaient en télétravail à domicile et leur conjoint était à l'extérieur, ou parfois les deux, mais en tout cas très clairement, disons que la division, ce qu'on peut appeler la division sexuelle du travail, la division familiale du travail, a reposé beaucoup plus sur les épaules des femmes. Il commence à y avoir des indications dans quelques recherches et donc il faudra faire attention, je pense, à cet élément-là. En fait, tout dépend aussi des objectifs, mais clairement, et c'est un autre aspect qui me semble important, si ces femmes souhaitent à continuer à être présentes sur le marché du travail, à faire carrière, ont des ambitions, d'avoir des promotions, pas toujours que des promotions. Dans mes recherches, par exemple, avec les avocates, je constatais que la simple absence pendant un congé parental ou de maternité se traduisait par le transfert des meilleurs dossiers à des collègues masculins éventuellement qui donc ne s'étaient pas absentés. Donc là aussi, ce sera peut-être une des recommandations à l'endroit des gestionnaires d'être attentifs et on le voit, les personnes à mi-carrière sont parfois plus hésitantes à être à domicile, disons, un nombre de jours trop élevé. Elles craignent clairement un effet négatif sur leur carrière du fait qu'elles ne sont pas visibles au bureau. Par contre, évidemment, dans le contexte actuel, le télétravail est beaucoup plus développé et si on reste à des taux de 20 ou 30 de télétravail, on peut facilement imaginer que ça sera moins un problème. D'ailleurs, les entreprises en technologie de l'information, notamment en multimédia, en jeux vidéo, où le télétravail est assez développé, ces problématiques, disons, de moindre visibilité se posent peut-être moins, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça ne pose pas de problème pour les femmes parce que c'est des milieux très masculins et c'est une autre recherche, mais effectivement, on voyait que le fait de ne pas être présente était d'autant plus problématique dans ces secteurs-là. Maintenant, je passe à l'avenir du télétravail à domicile. Bon, on l'a tous vécu, on le vit là encore pour certainement quelques mois. Quel est l'avenir? Au mois d'avril, mai-juin, on pouvait se dire que ce sera peut-être simplement une petite parenthèse dans nos vies. On aura été en télétravail à plein temps et bon, on va revenir ensuite au bureau. On voit qu'avec la pandémie qui se prolonge et aussi, je pense qu'on commence à constater que oui, d'accord, on vit une pandémie maintenant, il y en aura peut-être d'autres, mais aussi on se rend compte que pour la transmission d'autres virus, le virus de la grippe même tout simplement, c'est peut-être effectivement avantageux de développer le télétravail. Donc, très clairement, je pense que ce qui a fait ou fera sauter le verrou là, en termes de développement du télétravail, c'est vraiment le fait que les organisations, autant les travailleurs, les salariés que les gestionnaires, ont pu expérimenter le télétravail. Donc, je pense que c'est assez clair que ça va rester dans les pratiques. Déjà, dans des échanges récemment avec certaines organisations, de tout type d'ailleurs, on pourrait penser, bon, seulement la fonction publique ou tel secteur ou tel autre, mais j'étais dans un séminaire récemment avec des petites entreprises, des moyennes entreprises, et qui avaient réussi à développer le télétravail et qui, en fait, avaient développé une nouvelle organisation du travail. Et donc, pour ces entreprises, elles disaient, ça va rester dans les pratiques.
pratique. À l'inverse, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui disent ben, vivement qu'on puisse ramener tout le monde au bureau, ça ira mieux. Personnellement, je pense qu'on va donc se trouver probablement dans des situations un peu intermédiaires et c'est pour ça que je pense qu'à moyen ou long terme, on aura plutôt des taux de télétravail peut-être de 20-25 de quelques jours semaine pour la grande majorité des personnes. C'est vrai que dans nos recherches, ce qu'on voit aussi, les recherches toutes récentes de cet été, c'est que c'est plus fréquemment, il y a des cadres qui veulent retourner au bureau, qui veulent revoir leurs équipes au bureau. Il y a aussi un certain nombre de salariés qui travaillent, par exemple, en étroite collaboration avec des équipes ou alors des adjointes qui travaillent en étroite collaboration avec un cadre qui vont dire qu'elles se sentaient un petit peu plus insécures, c'est plus difficile de travailler à distance dans ce cas, ou alors c'est tout simplement une nouvelle pratique à développer. Donc, très clairement, il y a quand même des petites interrogations, surtout pour ce qui est de cette dynamique du travail en équipe et de la présence des collègues. Mais on voit aussi, je l'évoquais un peu pour certaines organisations, certains secteurs, certaines entreprises disent que le travail en équipe, clairement, ça n'est pas la même chose. Et je pense que si on l'a vécu, on le sait, si l'équipe est un peu plus grosse que 3 ou 4 personnes, c'est plus difficile. Donc, les sources de créativité et d'innovation, depuis quelques années, on nous dit la créativité et l'innovation, ça vient lorsque des gens très différents, le plus différent possible, une variété d'âge, une variété de genre, une variété d'origine ethnoculturelle. Donc, cette diversité apporte de la créativité et de l'innovation aux organisations. C'est le discours que l'on entend depuis quelques années en termes d'innovation et de créativité. Or, là, les gens sont dispersés. Donc, il y a quand même des organisations qui se disent, ben oui, on constate quand même que c'était peut-être plus créatif, plus innovateur lorsqu'il pouvait y avoir ce choc des idées. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que les gens sont obligés de revenir justement 5 jours semaine, mais que la collaboration, les échanges, il faudra trouver des moyens, en tout cas peut-être de les développer aussi en face à face. Autre élément que je veux évoquer, c'est un autre de mes objets de recherche, les espaces de coworking ou de co-travail qui avaient commencé à se développer au Québec comme ailleurs depuis quelques années. Ce qu'on constate, au début, je me suis dit, oulala, ils vont tous fermer. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être difficile parce que si vous ne connaissez pas bien ces espaces, ce sont des espaces souvent à air ouvert qui reposent justement sur l'idée que des travailleurs autonomes vont y aller, vont échanger, vont se développer des réseaux, vont justement développer créativité, innovation, nouveaux mandats, nouveaux produits, etc. Et dans certains pays, comme en France et en Belgique en particulier, il y a aussi des entreprises qui placent certains de leurs salariés dans ces espaces de coworking. Justement, par exemple, en banlieue de Bruxelles, des personnes vont dire ben, je vais aller travailler dans cet espace de coworking pour à la fois avoir un environnement de travail plus classique, aussi avoir à disposition des équipements, des grandes salles, des écrans vidéo beaucoup plus grands, des choses de ce type-là. Et donc, finalement, j'ai vérifié, d'ailleurs, on faisait la vérification hier, il n'y a pas tant d'espaces de coworking qui ont fermé de manière définitive. Beaucoup ont fermé de manière temporaire, mais maintenant, ils rouvrent. Et donc, pour toutes ces personnes-là qui se sont déplacées en banlieue ou même à la campagne en imaginant qu'elles allaient peut-être faire du télétravail à vie et qui, après quelque temps, se rendent compte soit qu'elles se sentent effectivement plus isolées et tout, bien, ces espaces de coworking peuvent être intéressants et bon, je ne vais pas aller beaucoup dans le détail là-dessus, mais simplement pour dire qu'on voit qu'ils rouvrent maintenant et ils commencent à regarder justement pour offrir davantage d'offres flexibles d'espace, c'est-à-dire que des personnes puissent y aller une journée semaine beaucoup plus fréquemment. C'était déjà possible, mais en région, les personnes avaient tendance à réserver un espace de manière beaucoup plus permanente. Donc, quel avenir pour le télétravail, travail à domicile? Je pense très clairement que c'est là pour demeurer et probablement avec ce qu'on va appeler des formules hybrides. Déjà, depuis quelques années, des organisations qu'on avait visitées, nous, dans le cadre des cours à l'Université TÉLUQ, on avait fait des entrevues avec quelques organisations qui avaient développé, elles, des espaces ouverts et qui, pour que ce soit justement plus facile à implanter, avaient en même temps développé le télétravail. Bon, là, je pense que c'est d'ailleurs plutôt ces espaces ouverts, les aires ouvertes, là, qui sont fortement remises en question en termes d'espace de travail et aussi ce qu'on appelait les espaces de travail flexibles, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une journée, je peux me déplacer 2 ou 3 fois et travailler à des endroits différents. En ce moment, c'est certain qu'avec la pandémie, là, les risques de contagion, c'est vraiment pas du tout recommandé. Et donc, on voit qu'il y a quand même des réaménagements de ce point de vue-là.
Donc, si on continue dans ce contexte avec du télétravail, possiblement en mode hybride et peut-être avec des espaces coworking associés, quels sont les défis de gestion et surtout, je vais peut-être insister sur les bonnes pratiques associées au télétravail. Alors, le premier élément, on sait qu'on acquiert en milieu de travail beaucoup de connaissances en étant comme ça dans les couloirs, en discutant avec quelqu'un au hasard, quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans notre équipe, quelqu'un qui fait un tout autre travail. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les connaissances tacites qui sont transférées comme ça en milieu de travail de manière spontanée. Alors, à distance, ces rencontres au hasard ne se produisent plus et c'est un des aspects auxquels il faut être attentif. Les organisations vont chercher des solutions à ça. Comment assurer le transfert des connaissances, non seulement à l'endroit des nouveaux qui entrent dans l'organisation, mais aussi de manière plus informelle. Dans une entrevue récemment, j'avais un ingénieur qui me disait, ben oui, moi, dans l'organisation, on avait des bureaux assez ouverts et donc, 2, 3 ingénieurs étaient dans le couloir et parlaient. Moi, ben, ça fait 2 ans que je suis dans cette organisation, je les entends parler, donc je découvre des choses. À la TELUC, on peut imaginer tout à fait la même situation dans nos services technopédagogiques. Les gens discutent et puis, bon, on découvre des façons de faire nouvelles, des manières d'innover. Donc, cet aspect de transfert des connaissances pour être créatif et innover, je pense que c'est un aspect auquel on va devoir être très attentif. L'autre élément, assurer les communications et maintenir le dynamisme et encore là, la créativité des équipes. Là aussi, les communications, bon, à travers toutes sortes de contacts dans les derniers mois, beaucoup de personnes ont indiqué qu'il y avait moins de communication ou alors que justement qu'elles se sentaient plus isolées ou que les communications étaient plus formelles. Donc, bref, assurer des communications et s'assurer qu'elles soient bon, d'un type agréable, disons, pour maintenir la motivation, l'engagement. Autre élément qui est associé, le premier que je viens d'évoquer, c'est plutôt par rapport à la dimension professionnelle, mais l'autre dimension est importante aussi, un minimum d'interaction sociale entre les employés. Alors, on sait que, bon, dans la plupart des organisations, il y a ce qu'on appelle un club social ou des activités où justement des gens de différents services vont se rencontrer et parfois vont là aussi développer une connivence, une amitié et peut-être développer donc des idées nouvelles. Alors cet aspect-là d'interaction sociale est important. Les entreprises aussi le considèrent très important pour maintenir la loyauté ou l'identification à l'entreprise. Alors ça dépend des milieux. Dans certains milieux, c'est particulièrement important. La chasse au talent est quand même très forte dans certains secteurs. Donc cet aspect-là d'interaction sociale, que les gens apprécient leur milieu de travail, non seulement pour la dimension professionnelle. L'autre élément, importance de veiller à la mise à jour des qualifications par une formation régulière. Les gens ne viendront peut-être pas sur les lieux de travail, mais planifier ces formations-là. Et dernier élément qui renvoie à un des problèmes que j'évoquais tout à l'heure, l'importance d'informer sur les promotions, l'avancement de carrière, etc. On sait que dans la plupart des organisations, bien sûr, ça va être présent sur un intranet. Par contre, il y a aussi beaucoup d'informations, on le sait, qui circulent dans les couloirs, des informations, des soutiens, etc., des informations sur des dossiers, des postes qui vont s'ouvrir. Donc, cet aspect-là, s'assurer que les informations circulent bien, surtout dans un contexte où, en gestion de ressources humaines, on parle beaucoup de gestion de la diversité, d'inclusion. Alors, j'ai quand même une petite inquiétude, j'évoquais les femmes tout à l'heure, mais je pense qu'il faut être très, très attentif à cette situation, que les personnes de minorités ethniques ou visibles ou autres, que les personnes ayant un handicap ou une mobilité réduite ou autre, au fond, quel que soit le motif du risque d'exclusion, qu'on soit particulièrement attentif à cette situation dans le contexte actuel. Alors, quelques enjeux aussi observés pendant la pandémie. Bon, j'évoquais la gestion par objectif, la gestion par résultat. Clairement, les gestionnaires doivent peut-être davantage, par rapport à la situation passée, davantage préciser les objectifs et les résultats attendus. Évidemment, ça ne veut pas dire d'aller là dans un super détail et d'être un contrôleur ou tatillon, comme j'évoquais tout à l'heure, mais bien préciser les objectifs, bien préciser les résultats attendus, les vérifier de temps en temps ou alors s'organiser pour recevoir des comptes. Qualité des technologies, des échanges électroniques, ça aussi, je pense que, bon, de plus en plus, là, la plupart des milieux de travail, ça va, mais encore récemment, j'entendais des gens dans la fonction publique qui disaient que tout n'était pas tout à fait toujours au point. Enfin, les systèmes sont surchargés et donc certaines difficultés. Et aussi, assurer une certaine fréquence dans les échanges. Alors là, il faut déterminer la fréquence, quelle est-elle. Je crois que je vais insister peut-être sur un aspect, c'est l'interdépendance des tâches. Quand je faisais des recherches sur le travail en équipe,
et notamment travailler en équipe au Japon, en Suède et ici, un des aspects qui ressortait toujours, c'est dans quelle mesure les tâches sont interdépendantes. Donc, si on a des tâches très interdépendantes par rapport à d'autres personnes, bien là, on devra sans doute avoir des échanges plus fréquents. Par contre, si on a des tâches où on a en fait peu d'interdépendance avec d'autres, à ce moment-là, les échanges peuvent être beaucoup moins fréquents, si on veut. Je passe maintenant aux qualités d'un télésuperviseur et d'un télétravailleur. Ça va venir tout de suite après. Dans la recherche qu'on avait faite avec le CIFRIO et dans des recherches que j'ai faites ensuite 2010 et puis encore tout récemment, quelques éléments qui vraiment, disons, là, pour faire vraiment une petite image, là, qui serait le télésuperviseur idéal. Alors, premier élément, je pense qu'on n'insistera jamais assez là-dessus, un style de gestion qui est basé sur les résultats, sur l'encadrement et non pas le contrôle. Et parfois, je sais que des journalistes me disent « Ah, mais les jeunes étudiants, ceux-là doivent être beaucoup plus ouverts, davantage utiliser finalement les nouvelles méthodes de gestion, justement cette gestion par objectif et résultats. » Et je suis obligée de leur dire, ben, pas toujours. Et c'est compréhensible, c'est-à-dire que quand on obtient son premier poste de gestionnaire, on est peut-être un peu plus inquiet, on est moins assuré. Donc, en fait, même s'ils n'ont pas été formés à ces techniques de gestion, ce sont peut-être parfois les gestionnaires plus âgés et plus expérimentés qui, en fait, vont davantage faire confiance et avoir une attitude positive, finalement, face au télétravail, qui sont deux autres éléments, finalement, associés à ce superviseur idéal ou ce gestionnaire idéal, cette attitude positive face au télétravail et surtout faire confiance aux gens. Évidemment, il y aura quelques personnes qui vont en profiter et qui ne vont peut-être pas faire le travail comme elles auraient dû, mais j'avais encore il y a 2 jours, ben oui, justement dans un séminaire, quelqu'un me posait la question, est-ce que, bon, s'il y a 2, 3 personnes qui posent problème, qui de toute évidence ne font pas grand-chose dans la journée, est-ce qu'il faut abandonner le programme de télétravail? Et je leur disais, ben non. Pour 2 personnes qui ne font pas bien les choses, il faut, comme dans toutes les situations en ressources humaines, tenter de traiter la situation avec ces personnes et ne pas pénaliser tout le monde parce que, en général, le télétravail est très apprécié. Donc, si on l'enlève, on risque d'avoir des résultats plus négatifs. Autre élément important, aptitude du gestionnaire ou du télésuperviseur à donner une rétroaction, encourager l'autonomie de ses salariés, donc donner de plus en plus d'autonomie et voir au fur et à mesure, on va probablement, et d'ailleurs plusieurs déjà m'ont dit qu'ils avaient bien découvert que oui, plusieurs des salariés étaient capables de fonctionner en très bonne autonomie. Et flexibilité, capacité d'adaptation. Je mettais autre qui vous semble important, peut-être dans la discussion, vous pourrez mettre de l'avant d'autres éléments qui vous paraissent importants. Du côté des télétravailleurs, alors c'est un peu de l'autre côté de la médaille, l'autonomie, l'esprit d'initiative, être capable d'aller de l'avant dans les projets, de ne pas attendre, surtout dans un contexte de travail en équipe, que ce soit d'autres personnes qui doivent nous donner des tâches ou le superviseur, mais peut-être soi-même prendre des initiatives qui, dans la plupart des cas, vont être plutôt appréciées. D'envoyer un courriel quand même, peut-être pour dire qu'on est en train de faire telle ou telle chose, pour pas que ça soit fait en double. Mais l'autonomie, l'esprit d'initiative, c'est lié aussi à la motivation personnelle, c'est très important. Une bonne connaissance du travail, mais on a vu que dans les derniers mois, il y a beaucoup de personnes qui ont été intégrées en emploi sans du tout connaître le travail. Apparemment, ça se passe bien, ça n'est peut-être pas l'idéal, mais idéalement, et auparavant, on avait des organisations qui limitaient le télétravail aux personnes qui avaient été présentes 1 an, voire même 2 ans dans l'organisation, mais parfois c'était même que 6 mois. Mais c'est une question, mais disons une certaine connaissance de son travail, un sens de l'organisation, des compétences technologiques, l'aptitude à la communication, je le mets en gras parce que c'est très important, faire des suivis, mais pas excessifs, c'est-à-dire être capable de rendre compte d'où on en est dans le travail sans non plus bombarder son superviseur ou son gestionnaire de courriel simplement pour lui transmettre l'idée que oui, oui, je suis en train de travailler. Donc, savoir jauger au fond là, combien de rétroactions ou combien de suivi on doit faire. Les personnes qui travaillent en autonomie, donc un minimum de supervision. Il y a des personnes qui ont besoin de plus d'encadrement que d'autres. Flexibilité, capacité d'adaptation. Je pense qu'on a tous fait preuve de ça dans les derniers mois. Un autre aspect, et ça, c'est les psychologues qui le mettent beaucoup en avant, le besoin réduit de contacts sociaux en face à face. Il y a des personnes qui ont besoin de contacts sociaux plus importants, et ça aussi, je l'ai entendu. Des gens qui me disent, moi, et d'ailleurs, elles vont dans les espaces de co-travail ou coworking pour cette raison-là, elles me disent, moi, toute seule chez moi, je n'arrive pas à me mettre au travail. Et donc, certains ont dit, ben moi, je suis allée dans un espace coworking pour retrouver cette ambiance de travail. Mais là, ça varie beaucoup.
Attention, évidemment, à ne pas être dérangé par les enfants ou le conjoint pendant les périodes de pandémie, lorsqu'il y a quelques personnes, peut-être 2 personnes en télétravail et un étudiant. Je vais revenir sur des éléments de solution parce que, bon, ce sont des éléments auxquels on doit être attentif. Et je vais donc justement conclure sur les 6, quelques trucs, là, quelques éléments auxquels on doit être attentif et qui peuvent, entre autres, justement, répondre ou satisfaire les éléments qu'on évoquait tout à l'heure. Premier élément, espace isolé, coin tranquille, on le dit toujours. Ça n'est pas évident et bon, ça a probablement expliqué certains déménagements. En même temps, il y a peut-être des déménagements hâtifs parce que les circonstances vont se transformer dans les prochains mois, mais au moins trouver dans sa maison ou dans son appartement un espace isolé ou un coin tranquille. On dit souvent une pièce fermée, c'est l'idéal. Malheureusement, on a vu que l'architecture des dernières années allait plutôt vers les pièces ouvertes. Donc, ça veut souvent dire un espace plus isolé où il n'y aura pas trop de distractions. Encore là, selon les types de personnalités, il y a des personnes qui se concentrent très, très bien, qui même d'ailleurs allaient dans des cafés pour travailler, donc le bruit ambiant ne leur posait aucun problème. Mais premier élément, se connaître et essayer d'avoir en tout cas un coin tranquille où on peut se concentrer. L'ergonomie, je le mentionne là encore sans aller dans le détail, mais on a un site à la télé où il y a quelques éléments ici et là sur l'ergonomie qui sont importants parce qu'évidemment, lorsqu'on allait au bureau, il y avait un peu plus de, disons, d'encadrement de ce point de vue-là. On faisait un peu attention, mais à la maison, il faut de la même manière faire attention, son bureau, la chaise, le dos droit, les angles de 90 degrés, bref, vous allez sur les sites et vous allez trouver tout ça. Respect des besoins des autres, ça c'est plus particulièrement lorsqu'il y a des enfants qui vont à l'école ou à la garderie, qui reviennent, conjoints qui va et vient, c'est clair que c'est une problématique. Dans certains cas, d'ailleurs, des employeurs faisaient des ententes et voulaient s'assurer que, justement, il n'y aurait pas, surtout d'enfants à la maison. J'ai vu des publicités parfois où on essayait d'illustrer le télétravail par une personne, une femme plus souvent, avec un enfant sur les genoux. Eh bien, la réalité du télétravail, idéalement, ça n'est pas ça. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ça avec ma fille sur les genoux quand elle était petite. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de respecter les besoins de tranquillité et de silence. Et pendant la pandémie, plusieurs familles ont réussi à bien gérer ça, à se dire, bon, OK, il y a un moment où on doit s'occuper des enfants, on se prend une pause où vraiment on est présent. Et il y a d'autres moments où le conjoint ou la conjointe a sa vidéo ou sa réunion. Et donc, à ce moment-là, le conjoint et la conjointe prend soin des enfants. Bref, troisième élément, donc, important à retenir, essayer de négocier des temps et de voir les agendas des uns et des autres si on est dans un espace avec plusieurs personnes. Discipline et motivation au travail. Alors, clairement, ça aussi, j'ai entendu des gens dire, pour moi, il faut vraiment que je fasse la routine du matin. Certains hommes, presque jusqu'à mettre la cravate. En général, ils s'arrêtaient juste avant ça. Mais certains disaient, c'est important pour moi, vraiment, cette routine. La douche, le café, je m'habille, et certains de manière professionnelle. J'ai même une personne qui me disait qu'elle mettait son parfum le matin, elle se sentait plus professionnelle. Bon, elle travaillait avec des gens à distance quand même, donc bien s'habiller, c'est une chose, on le voit, mais le parfum, je ne pense pas que ce soit visible. Mais c'était l'idée de je me fais une routine et moi, je me sens professionnelle, je sens que je démarre ma journée. Il y a des personnes qui, au contraire, restent en mou, donc à chacun de voir comment ça fonctionne le mieux. S'établir une liste de tâches, c'est peut-être aussi important. Et pour les personnes qui veulent vraiment établir un 9 à 5, se mettre, disons, peut-être une barrière de fin de journée parce que certaines personnes ont de la difficulté, je l'évoquais tout à l'heure, à arrêter. Alors, une des solutions à ça, c'est par exemple de se dire, je vais aller en vélo ou je vais faire mon jogging précisément à 18 heures, donc j'aurai arrêté. Donc, discipline et motivation et organisation au travail. Cinquième point, communication avec le supérieur. Tenir le supérieur informé de l'avancement des tâches, comme je le disais tout à l'heure, sans exagérer, indiquer où on en est, mais ne pas abuser dans les courriels. Et finalement, le dernier élément, le maintien des liens avec les collègues, avec les clients aussi. Dans plusieurs milieux, les clients ou les partenaires de travail, pour nous, ça peut être nos collègues en recherche. C'est important de maintenir ces contacts-là. C'est recommandé, effectivement, même si on est à distance, de maintenir ces contacts parce que ce sont aussi des réseaux sociaux. Ce sont aussi, le milieu de travail, c'est un milieu professionnel, mais dans plusieurs cas, notamment via les réseaux, c'est aussi un milieu qui est un milieu social et qui est important pour la santé mentale. J'en ai pas vraiment parlé parce que je ne voulais pas non plus
trop prolonger, avoir un peu de temps pour échanger avec vous et prendre vos questions. Mais dans plusieurs milieux, on dit, ben oui, il faut faire attention. J'évoquais l'isolement, le risque d'isolement. Donc, tous ces éléments liés à la santé mentale. Encore là, c'est un élément auquel les gestionnaires doivent peut-être être plus attentifs que d'habitude parce que dans le milieu de travail, ben voilà, je l'évoquais, les gens se croisent, on va aller luncher ensemble, on va aller prendre un 5 à 7, on va se voir. Certaines personnes peuvent se trouver exclues des réseaux sociaux et donc les gestionnaires devraient peut-être être, ou même les membres d'une équipe de travail se dire, ah, mais telle personne, voilà, on n'a pas eu de ses nouvelles, on va peut-être prendre de ses nouvelles. Donc, conclusion, il n'y a pas de recette magique, je pense que c'est important de le rappeler pour gérer le télétravail. Chaque salarié, chaque gestionnaire, tout le monde a un peu ses comportements, ses attitudes. J'évoquais quelques difficultés, quelques avantages tout à l'heure. Les difficultés de certains ne seront pas nécessairement les difficultés des autres. Les particularités des organisations, le type de service ou de produit. Par exemple, quand on travaille dans les médias et qu'on prépare des émissions de radio ou de télé, puis quand on travaille dans le jeu vidéo ou alors dans une entreprise manufacturière ou dans le commerce de détail, ce sont des situations très, très différentes. Donc, pas de recette magique. Par contre, je rappelle les derniers éléments, formation des personnes, communication, encadrement intelligent, susciter l'engagement et susciter le respect aussi, parce que là aussi, petite parenthèse, on parle beaucoup de la santé au travail, du harcèlement psychologique ou administratif. Certains pensaient que ça aurait peut-être disparu à distance. On n'a pas du tout, moi je n'ai pas vu en tout cas de données là-dessus pour le moment, mais on a des échos un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que la distance peut permettre de calmer les choses, que les gens ne fassent pas ce harcèlement qu'ils faisaient auparavant. À l'inverse, on a entendu des situations de harcèlement administratif où disons, les personnes peuvent abuser de leur pouvoir hiérarchique alors que d'autres personnes ne sont pas présentes pour les voir. Donc, je conclue là-dessus. Vraiment, ces aspects-là me semblent importants. Encadrement intelligent, susciter l'engagement et le respect. Et on a mis ici un site web sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup d'éléments. J'ai passé une bonne partie de l'été à mettre à jour, en fait, des choses qu'on avait, à rechercher des choses nouvelles. Alors, il y a des domaines que je connais moins, comme la dimension juridique et la santé au travail. Par contre, ils sont relativement bien documentés. La dimension juridique, ça reste à faire. Il n'y a pas énormément de choses qui ont évolué, mais quand même, sur la santé au travail, par contre, il y a énormément de sites. Et donc, sur ce site web, j'ai mis un certain nombre d'éléments, à la fois pour plaire à tout le monde, de l'écrit, du vidéo, de l'audio. Donc, vous pouvez y aller avec ce qui vous convient le mieux. Alors, je vais arrêter là-dessus et puis je vais prendre vos questions qui apparemment vont venir en mode écrit parce qu'on ne peut pas malheureusement échanger directement. Donc, je ne sais pas, Alexandra, est-ce que c'est toi qui reprends les questions? Et je vais arrêter le partage d'écran. Pour le moment, je ne vois pas de questions. Je vous invite à poser vos questions directement dans le chat. Courriel. Je pensais que ça aurait pu être une question, mais ce n'est pas une question. N'hésitez pas vraiment, là, c'est une occasion de poser la question puis en plus, pour les personnes qui sont parfois un peu gênées, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, que bon, même si on regrette de ne pas se voir et parler plus directement, certaines personnes se sentent plus à l'aise de poser des questions derrière leur écran. Donc, sentez-vous à l'aise. Il y a une personne qui envoie simplement un petit message, mais je n'ai pas de questions toujours pour le moment. Donc, je ne sais pas. Voilà, OK. Les avantages du télétravail, rencontrer les enfants et les animaux de compagnie de nos collègues. Oui, oui, en fait, c'est vrai quand j'évoquais l'aspect, le milieu de travail, c'est un milieu de travail, mais c'est aussi un milieu social. C'est un milieu où on a développé des amitiés. Et je pense que tout le monde l'a vécu. Moi, la première, dans les premiers temps, là, on ne voit pas les gens. Et je sais que le premier tournage que j'ai fait à la Téluc, j'ai dit au caméraman, je suis vraiment contente de te voir, enfin.
C'est vrai que c'est un milieu social. Bien sûr, je voyais d'autres personnes, mais quand même, notre milieu de travail est important. Et de découvrir, oui, parfois, une personne dit les enfants. C'est vrai que dans certaines rencontres Zoom, il y a des enfants qui arrivent dans le coin de la porte, il y a le chien qui passe ou il y a le chien qui fait wouf wouf derrière. Il y a toutes sortes de situations. Bon, ça permet, moi je fais de la peinture, là vous voyez les peintures que je fais, donc je n'ai pas trop pensé a priori, mais c'est l'endroit qui est le plus calme pour moi, donc mais je pense que oui, vous avez raison, ça permet effectivement de découvrir finalement un peu plus de nos collègues, bien que les collègues apportent souvent des petits éléments liés à leur personnalité dans leur bureau, mais là, on entre dans une certaine mesure chez eux. Donc, quelqu'un me dit, oui, découvrir, bien dit, oui, c'est vrai. Là, j'ai une question. Dans un monde idéal, est-ce que le télétravail pourrait éventuellement favoriser, je ne vois pas la fin, favoriser. Là, je vois plus de questions qui apparaissent tout d'un coup. Est-ce qu'il y a une section de votre recherche concernant le surplus de travail qu'occasionne sur les collègues qui n'en font pas? Alors, pas en ce moment, parce que la plupart des gens sont en plein temps. Par contre, c'est très bien que vous posiez cette question-là, parce que dans la recherche qu'on avait menée avec le CEFRIO, on avait effectivement posé cette question. Le surplus de travail. En fait, ce qu'on avait observé, c'est qu'il y avait comme une nouvelle répartition des tâches à laquelle il fallait être attentive. Et alors, elle se présentait de toutes sortes de manières. Surplus de travail, je dirais que pas nécessairement, ou en tout cas dans le contexte actuel, comme beaucoup de choses se transmettent par courriel, c'est pas très difficile, c'est pas très compliqué. Par contre, ce que l'on observait, c'est plutôt une répartition différente des tâches et, par exemple, dans certains cas, les tâches ou les dossiers ou les mandats les plus intéressants, les plus importants, étaient maintenus au bureau. Et les personnes à l'extérieur considéraient qu'elles avaient des tâches moins importantes, moins intéressantes et peut-être moins prometteuses pour leur carrière. Dans d'autres cas, c'était l'inverse. On disait, comme on ne les voit pas, ces personnes-là, on va leur donner des tâches à plus long terme. Et donc, les personnes au bureau se trouvaient à faire plus les tâches à court terme et moins, disons, moins intéressantes et de moins grande envergure. Donc, c'est très intéressant de vous poser cette question parce que c'est un élément auquel, effectivement, il faut être attentif. La division des tâches, l'évolution des mandats, l'évolution des dossiers. À qui donne-t-on quoi? Voilà. Donc, c'est bizarre comment... je vais peut-être descendre un petit peu plus parce que là, je revois... Non. Là, il y a beaucoup de questions. Moi, je n'ai pas de problème. J'essayais toujours de retrouver celles qui s'affichent. Dans un monde idéal, est-ce que ça pourrait favoriser... Peut-être que vous pourriez mettre simplement à la fin de la phrase les grands événements ou les grands... Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Je reprends... Non, c'est pas ça. OK. Donc, ici, plusieurs personnes, dont les ingénieurs, qui détestent les espaces de coworking, quand c'est un peu comme des sweatshops. En fait, je pense que là, il y a deux choses que je vais distinguer. Les espaces de coworking ou co-travail, ce sont des espaces effectivement ouverts, mais dans les enquêtes que j'ai faites en région au Québec, dans des plus petites villes, je constatais qu'en fait, il y avait parfois, oui, des espaces ouverts, mais très, très souvent, au contraire, il y avait des espaces fermés, des plus petits bureaux, mais un espace collectif. Donc, ça remplaçait, plutôt que de travailler dans mon garage ou dans mon sous-sol, je travaille là, dans un bureau plus petit, mais j'ai à disposition une grande salle, un grand écran de visioconférence, je peux croiser des gens, échanger des informations avec eux. Donc là, vous dites, c'était vu comme des sweatshops, tout le monde est entassé et s'accroche. Je dois vous dire que ça, j'en ai vu par contre, mais plutôt en Chine et au Brésil. Au Québec, dans le multimédia, jeux vidéo, oui, les gens sont ensemble, assez proches, c'est vrai, mais dans la plupart des cas, il semblait, bon, ils travaillent beaucoup ensemble. C'est vrai qu'il y en a qui aiment moins. Clairement. Encore là, ça dépend du type de personnalité. Et je démarrais une recherche sur les espaces de coworking et les espaces ouverts. Elle a été suspendue, évidemment, pour quelque temps. Donc, je fais un appel à vous. Si jamais il y en a d'entre vous qui sont retournés dans vos espaces de travail et qu'il y a eu des transformations, bien, on va redémarrer cette recherche pour justement documenter cette situation. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais il y a des gens qui aiment beaucoup ça. On disait que c'était pour développer la collaboration entre les gens. En fait, on a constaté qu'une des premières choses qu'ils font, c'est qu'ils se mettent une grosse paire d'écouteurs sur la tête et il y a 1 ou 2 articles qui indiquaient que, contrairement à ce qu'on aurait imaginé, en mettant les gens proches les uns des autres,
ils ne se parlaient pas nécessairement davantage parce qu'au contraire, ils ne voulaient pas déranger les autres et même cette personne. Donc, en fait, ils s'envoyaient davantage de courriels. Alors, la recherche reste à faire parce que les quelques articles, c'était vraiment un peu, et comme vous, moi j'ai entendu, mais pour le moment, il n'y a pas de recherche vraiment très, très documentée. Le bruit pose problème et justement, certaines organisations qui avaient mis en place ces aires ouvertes, surtout des grandes aires ouvertes, parce que les espaces de coworking sont généralement un peu plus petits, sauf les grandes organisations comme WeWork ou Regus, mais la plupart sont plutôt de taille modeste, je dirais, et donc pas bruyants. Mais les grandes aires ouvertes, bon, même un étage d'air ouverte, c'est vrai que c'est très bruyant. Et du coup, les entreprises qui pensaient avoir économisé en réduisant l'espace pour les salariés se trouvaient à investir dans toutes sortes d'appareillages anti-bruit ou bruit blanc ou autre, et donc finalement pour éliminer le bruit ou les conversations des gens qui finalement sont plus dérangeantes qu'un bruit de fond, bon, de niveau moyen, évidemment, il ne faut pas que ce soit là, un bruit d'enfer. Donc, effectivement, en tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment une recherche là, qui va redémarrer vraisemblablement en janvier pour bien documenter quel type du lieu de travail doit-on avoir. En fait, d'ailleurs, je dirais là-dessus, au fond, en ce moment, on se questionne sur le lieu de travail, l'espace de travail et le temps de travail. Je pense que tout ça, là, dans les prochains mois, la prochaine année, ça va bouger de manière importante. Quelqu'un me demande, bon, présentation intéressante, j'aimerais bien avoir accès à la présentation. Donc, la présentation va être disponible. Par ailleurs, même le vidéo comme tel, et sur le site web que j'évoquais tout à l'heure, qui était présenté, télétravail.teluc.ca. Sur ce site web, en fait, il y a aussi des présentations vidéo un petit peu plus détaillées d'ailleurs que celle-ci que je vous faisais là. Et beaucoup de documentation écrite, liens web, 2 cas d'organisation, documentation d'entreprise que nous, on a fait à la TELUC, des entreprises qui ont installé le télétravail depuis quelque temps. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des gestionnaires, des salariés, donc ils expliquent bien comment ils ont fait, quelles difficultés ils ont rencontrées, un peu les choses que je vous ai évoquées. Donc, je les connais bien, mais là, c'est des gens qui peuvent en témoigner directement. Une personne, une observation. Là, ça c'est bien, la pandémie m'a permis de développer une équipe de recherche unie et motivée. On a organisé 2 réunions hebdomadaires par Zoom, chaque fois très productives et aussi très agréables et on rit beaucoup. Ben, c'est très bien. Ça prouve que voilà, dans beaucoup de milieux de travail, les gens ont su faire, se sont développés et comme vous dites, vous riez beaucoup. Ben, c'est très bien, effectivement, parce que ça maintient le sentiment justement de solidarité vraisemblablement dans l'équipe, dans un contexte aussi qu'on vit tous, là, qui est assez difficile, là, cette pandémie. Les gens la vivent de toutes sortes de manières, il y a toutes sortes de situations, les enfants à l'école, les parents âgés, la pandémie qui reprend, enfin la deuxième vague possible, etc. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant. Et comme vous dites, vous, c'est 2 fois par semaine. Certaines personnes m'ont effectivement dit que les réunions étaient plus organisées, plus courtes. Donc, je pense que peut-être que ça nous apprend aussi à ne pas éterniser les réunions qui parfois, je pense qu'on peut le reconnaître, là, certaines réunions en face à face, on avait mis 3 heures, ben voilà, les gens trouvaient toujours quelque chose à dire pour aller au bout des 3 heures. Donc, peut-être qu'on apprend à être un petit peu plus efficace. Ici, si une équipe est divisée en 2, selon le type de travail dans l'équipe, télétravail et présentiel, comment en assurer la gestion et garder l'équipe soudée? Alors ça, effectivement, c'est un peu un défi. Je pense qu'un des éléments, c'est d'avoir ces rencontres, donc qui vont amener les gens en télétravail comme les gens restés au bureau à travailler ensemble, à échanger, même si c'est en ligne. D'autre part, je pense qu'au fil des mois ou même des semaines cet automne, c'est possible peut-être d'avoir des réunions en face à face. Tout dépend de la taille de l'équipe, évidemment, et des locaux de l'organisation. S'il y a des locaux assez grands, on peut facilement imaginer des rencontres de 6 à 10 personnes suffisamment distanciées. Il y a des règles en ce moment, on le sait, là, en termes de pourcentage de personnes qui peuvent être dans les organisations, dans les bureaux, tout ça. Mais en respectant tout ça, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'organisations qui ont commencé à refaire des rencontres, des réunions en face à face. Croyez-vous que les entreprises seront de plus en plus ouvertes à une vision hybride? 2-3 jours? Je pense que oui. D'abord parce que moi, personnellement, je pense que beaucoup de personnes sont capables de faire du télétravail 4 ou 5 jours par semaine, peut-être en allant au bureau 1 ou 2 fois par mois, c'est possible. Par contre, il semble très clairement que la majorité préférerait le 2-3 jours et d'autre part, les psychologues, certains psychologues le recommandent. Moi, je considère qu'ils le recommandent de manière peut-être un peu, en tout cas, à mes yeux, trop ferme, c'est-à-dire qu'ils disent presque qu'il faut que ce soit 2-3 jours par semaine et pas plus.
moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent quand même faire. Oups, là, les courriels bougent. Est-ce qu'on pourrait considérer le défi d'avoir des enfants proches de la pièce du télétravail comme non professionnels dans les rencontres vidéoconférences? Bien, je pense que là, tout le monde est bien conscient du contexte particulier. Donc, vos enfants sont peut-être présents. Je pense que tout le monde est très compréhensif. Là, les questions ont comme disparu. Pourquoi donc? Il y a beaucoup de questions. Je peux m'engager à les regarder. Je verrai avec l'équipe des services des coms comment je pourrais vous retourner les réponses. Là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Elles réapparaissent. Hein? Que je me retrouve au bon endroit. Parce qu'il y avait quelques questions là qui étaient développées, disant deux, elles sont plus ouvertes. Ah, voilà. Oui, ça c'est bon, je l'avais déjà vu. Ah oui, une personne dit, moi, le télétravail m'a effectivement occasionné un surplus de tâches. Je pense que l'ajustement, la phase d'ajustement au télétravail peut occasionner un surplus de tâches simplement parce que j'évoquais les connaissances tacites, le savoir-faire, les gens autour, etc. Là, on n'a pas nécessairement ces personnes-là. Et d'ailleurs, dans certains contextes de télétravail, les personnes disaient, le fait de ne pas avoir des collègues à côté à qui je peux demander, comment on fait ça, comment tu fais toi, ou montre-moi ça, ça va plus vite. Donc, parfois, il y a effectivement des surplus de tâches, ou alors peut-être que vous êtes dans une organisation où il y a peut-être certaines personnes. J'évoquais le maintien de la productivité, mais il y a quand même des personnes qui ont vécu des situations très difficiles, soit de conjoints, de parents malades, des personnes qui sont proches aidantes. On pense beaucoup à la présence des enfants, mais il y a beaucoup de femmes en particulier qui sont proches aidantes. Et donc, pour elles, dans ce contexte-là, c'était difficile. Et donc, oui, on peut parfois avoir un surplus de tâches qui devient finalement là, qui nous revient. Ça n'est pas généralisé. La personne me demande aussi, est-ce que vous avez eu beaucoup de commentaires de ce genre? Non. Comme je l'évoquais, on avait entendu la répartition différenciée des tâches, les meilleurs dossiers au bureau ou au contraire, les meilleurs dossiers, les dossiers à plus long terme à la maison ou enfin aux personnes en télétravail. Donc, il y a ce genre de situation. Par contre, des surplus de tâches, en tout cas dans la recherche toute récente qu'on vient de faire, on demande aux gens justement s'ils ont eu l'impression d'avoir une surcharge de travail. Et en fait, la recherche est vraiment intéressante. J'ai très hâte qu'elle soit publiée parce qu'en fait, on montre que la compréhension, en anglais d'ailleurs, il dirait empathy, le caractère empathique du supérieur, et nous, dans la recherche, c'est vraiment la compréhension du supérieur, comme pour la conciliation emploi-famille. Il y a des mesures à mettre en place, bien sûr, pour aider. Moi, je considère que c'est fondamental de mettre en place des mesures. Mais au-delà de ça, c'est vrai, les recherches le montrent, statistiquement, on peut démontrer qu'un supérieur compréhensif par rapport à un supérieur qui a une attitude hiérarchique et dominante et qui insiste sur les tâches à accomplir, la personne va vivre une situation de stress plus importante, même si dans la réalité des choses, même si elle a les mêmes mesures, elle n'a rien de plus. Mais donc, l'attitude empathique, la compréhension, et je dirais dans le contexte actuel, encore plus que jamais, est particulièrement importante. Par contre, on a observé d'ailleurs justement que la plupart des organisations n'avaient pas été en mesure d'ajuster les tâches à la baisse, de réduire, parce que, enfin, pour les secteurs qui fonctionnaient, malheureusement, il y a quand même des gens qui ont vécu une situation encore plus dramatique qui est de se retrouver mis à pied ou au chômage pendant plusieurs mois. Mais là où le travail continuait, parfois, ça a été plus intense. On le sait, dans tout le secteur de la santé, le commerce de détail, plusieurs organisations, des entreprises manufacturières qui fournissaient des équipements. Donc, on a observé dans notre recherche, effectivement, les personnes disent que de manière générale, leur volume de tâches n'a pas été modifié. Il y a par contre, je pense que c'était à peu près 20% qui disaient qu'elles avaient quand même bénéficié peut-être un certain allègement dans certains cas. Et par contre, et de mémoire, mais éventuellement, j'aurai l'article, donc vous pourriez me recontacter, c'est peut-être un taux de peut-être 8% où les tâches auraient été accrues. Donc, il y a quand même ce genre de situation. Je pense que oui, j'ai peut-être tout couvert. Encore une question sur les enfants, qui peuvent effectivement faire du bruit. Là, idéalement, en ce moment, on peut espérer que ça va aller dans les écoles et les services de garde, même s'il y a déjà des petits cas, là. On peut espérer parce que,
encore là, ce n'est pas mon domaine, mais les médecins et les psychologues disent que les enfants ont effectivement besoin de sortir et voir d'autres enfants, mais c'est certain que pour le travail professionnel, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Donc, je fais le tour. Je pense que c'est probablement tout. Et puis voilà, donc pour les personnes, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez en savoir davantage, vous allez sur le site web. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions plus particulières. Ça me fera plaisir d'y répondre, si je peux aider, soit pour votre organisation, plutôt pour l'organisation que pour le plan personnel, bien que, bon, je connais un peu les éléments, là, les trucs à faire pour les individus, mais si quelqu'un a vu une situation plus difficile sur le plan psychologique, bien là, c'est plutôt effectivement du côté des programmes d'aide aux employés ou du côté des psychologues qu'il faut regarder. Mais quand même, je vais surtout conclure sur le fait que, de manière générale, on l'a vu tout à l'heure, les taux de satisfaction à l'endroit du télétravail sont très élevés, très importants. Le désir des personnes de continuer à faire du télétravail, idéalement 2 ou 3 jours semaine, c'est vraiment ce qui domine. Et étant donné les circonstances sanitaires actuelles, on voit bien qu'on va continuer pendant quelques mois. Et donc, je vais conclure carrément là-dessus en vous remerciant pour votre attention, pour vos questions aussi qui étaient très, très intéressantes. Et puis, j'espère vous retrouver à un autre moment, peut-être en face à face à un moment donné, là, pour un séminaire ou une conférence où on pourra se voir en direct. Et donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.